Bonjour à tous et bienvenue sur TMTP, le podcast qui donne la parole aux jeunes qui s'engagent en politique pour changer le monde. Je le dis avec toute ma conviction, it's not me. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent à quelque chose, qui travaillent avec une grande énergie. They continue to inspire all of us to action. L'idée qu'on a le droit. Je m'appelle Esther Valency et TMTP, pour Toi-même tu peux, c'est le podcast de Vox, le média qui réconcilie les jeunes avec la politique. Dans ce podcast, je vous fais rencontrer des jeunes qui ont décidé de s'engager pour mieux comprendre comment nous aussi, nous pouvons agir pour changer la société. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Virgile Deville, jeune homme de 28 ans, cofondateur en 2016 de la start-up Open Source Politics, qui propose un outil open source de concertation citoyenne, c'est-à-dire une plateforme numérique pour consulter les citoyens sur des projets comme le budget participatif de leur ville ou encore la co-construction d'un plan d'action municipale. Open Source Politics s'appuie ainsi sur une plateforme appelée Decidim et lancée en Espagne en février 2017, quelques mois après la prise de fonction de la maire de Barcelone, Ada Colau, soutenue par le mouvement Podemos, parti de la gauche dite radicale descendant du mouvement des indignés. Dans cet épisode, on va parler de concertation citoyenne, de plateforme open source et du parcours de Virgile, des bancs de Sciences Po. Il a été diplômé en marketing en 2015, à l'entrepreneuriat dans le secteur de la consultation citoyenne. Bonjour Virgile. Bonjour. Virgile, c'est quoi ta définition du pouvoir ? Alors, j'ai eu des conversations assez rigolotes à ce sujet-là. Et l'image que moi je me fais du pouvoir, c'est une image de culture pop, c'est quand Frodon récupère l'anneau et ce que fait cet anneau aux gens qui le détiennent. En terre du milieu, la légende parle de Sauron, le seigneur des ténèbres et de l'anneau qui lui conférerait le pouvoir d'asservir le monde. Le pouvoir, en fait, c'est des responsabilités. Le pouvoir, c'est censé faire peur parce que ça veut dire qu'on a une possibilité d'action pour un groupe plus large que nous et qu'on a des responsabilités envers eux. Pendant très longtemps, on a vu cette notion de pouvoir comme devant être enfermée par un petit nombre de personnes qui avaient les épaules suffisamment larges pour prendre ces responsabilités à la place d'un certain nombre de personnes, mais on a vu ce que ça produisait. Justement, quand on se retrouve dans une situation de pouvoir, on se retrouve un petit peu déraciné, détaché de la réalité, et ça peut engendrer des situations de corruption, de faire des politiques publiques qui ne répondent pas aux besoins des personnes que ça concerne. Et du coup, je pense qu'il y a une toute autre définition de comment on s'approprie le pouvoir aujourd'hui. Et pour moi, c'est un petit peu ça la Civic Tech. C'est comment est-ce qu'on détient le pouvoir ensemble et qu'on l'utilise du coup pour qu'il aille dans le sens de l'intérêt du plus grand nombre. Donc la Civic Tech, on rappelle rapidement, c'est toutes les initiatives civiques qui visent à reconnecter les citoyens à la politique par le biais du numérique. C'est ça. C'est ça. Ok. Et alors justement, en parlant de Civic Tech, comment tu expliquerais, j'ai parlé en introduction d'open source, comment tu expliquerais l'open source à ton cousin de 10 ans ? Et en particulier l'open source appliqué au champ de la consultation citoyenne ? Si je devais l'expliquer à mon cousin, déjà je commencerais par lui dire que l'open source, c'est super cool. C'est à l'origine de tout ce qu'il y a de bien sur Internet. Open source, ça veut dire que le code d'un logiciel informatique a été publié, partagé en libre accès sur Internet, et ça veut dire qu'on peut faire plein de trucs avec. C'est-à-dire que je peux l'installer moi-même, je peux le modifier si j'en ai besoin, je peux même me créer un business par-dessus si ça répond à un cas d'utilisation là où moi je vis et qu'il n'y a pas encore d'autres entreprises qui sont en train de faire ce service-là. Et du coup, ça a été le mode de création de logiciels adopté par défaut par l'ensemble des développeurs, et que, grosso modo, les plus belles créations qu'on connaît aujourd'hui sur Internet sont en licence libre, telles que, par exemple, Linux, Wikipédia, sont tous basés sur, en fait, des logiciels open source. Alors, l'open source, c'est cool, c'est un mode de création qui est chouette, parce qu'on est dans le partage, on est dans le collectif. Quand on vient à parler de la démocratie, on se dit que ok, l'open source, c'est cool, mais en plus, potentiellement, est-ce qu'il ne faudrait pas que ça soit un standard ? Parce que quand on se dit, ok, les logiciels, le numérique va venir jouer un rôle dans la démocratie, créer de nouveaux espaces publics, de nouveaux moyens de
de prendre le pouvoir potentiellement, de s'exprimer, de délibérer. Est-ce qu'il ne faudrait pas que ces espaces publics soient aussi transparents que l'Assemblée nationale? C'est-à-dire qu'on voit ce qui s'y passe, qu'on comprend comment ça fonctionne, que ce soit expliqué, accessible à tous. C'est du coup potentiellement quelque chose qui devrait être là par défaut. Et malheureusement, et c'est un petit peu pour ça que moi je fais ce que je fais, on va y revenir après, c'est pas le cas de la plupart des logiciels qui aujourd'hui sont créés pour faire de la civic tech, de la participation citoyenne. Mais alors, je t'arrête tout de suite. Tu dis le code accessible à tous, mais est-ce que tous les citoyens ont la capacité déjà de lire le code d'un logiciel et finalement, est-ce que c'est si démocratique que ça? Est-ce que tous les citoyens sans formation juridique ont la capacité de lire une loi et de comprendre ce qu'elle fait? Non, mais c'est pas pour autant qu'on ferme la loi et qu'on ne montre pas comment est-ce qu'elle est réalisée. C'est la même chose, c'est la même prérogative pour le logiciel libre. Ceux qui peuvent, et d'ailleurs ce serait bien que de plus en plus de personnes puissent le faire, doivent pouvoir avoir accès au code. Tu peux nous raconter comment tu t'es retrouvé à travailler là-dedans? Ouais, c'est une histoire assez rigolote. Moi, j'étais pas vraiment intéressé par la vie publique avant de faire une rencontre. Et cette rencontre-là, je l'ai faite en Argentine de manière un peu totalement par hasard. Je travaillais là-bas et un de mes collègues m'a dit: «Tiens, il faut absolument que je te présente un ami. Viens déjeuner avec nous samedi prochain. Tu verras, tu seras pas déçu». Donc je me pointe au déjeuner et qui je trouve en face de moi? Pia Mancini et Santiago Siri, qui sont aujourd'hui des gens un petit peu connus dans le domaine de la civic tech et de l'innovation démocratique. Je ne savais pas du tout qui c'était à l'époque et qui, en fait, au détour d'une conversation, parlent d'un nouveau parti politique qu'ils sont en train de créer, qui s'appelle El Partido de la Red, le Net Party, qui a une proposition hyper extravagante à l'époque. On est en 2010. Ils veulent faire un parti politique qui est en fait une sorte de cheval de Troie pour le Parlement de Buenos Aires, où en fait ils allaient introduire des candidats qui voteraient systématiquement en fonction de ce que leur disent les membres du parti ou même les citoyens qui veulent participer sur une plateforme numérique. Et ce qui m'avait vachement séduit, c'est qu'il y avait toute une culture Internet autour de, en fait, comment est-ce que Internet vient renouveler culturellement la démocratie. Et j'ai adoré en fait ce groupe de personnes, j'ai été hyper stimulé. Et en fait, il se trouvait que ces gens-là, du coup, ont construit une application pour du coup, réaliser leurs promesses. Et donc, ils ont participé à des élections. Ils n'ont malheureusement pas eu de représentants au Parlement de la ville de Buenos Aires, mais ils ont attiré l'attention avec leur logiciel Democracy OS d'un incubateur hyper important aux États-Unis qui s'appelle Y Combinator, qui leur a permis vraiment de passer à une autre échelle. Pia Mancini a fait le fameux Tech Talk de la démocratie à l'ère d'Internet, etc. Petite citation. No representation without a conversation. We want our seat at the table. Pas de représentation sans conversation. Nous voulons un siège à la table. Et du coup, le projet a vraiment eu une audience internationale d'un coup. Et en fait, moi, quand je les avais rencontrés, c'était vraiment tout au début. C'était un petit peu... Je suis rentré en France, en fait, après cette année de travail à l'étranger. Et j'ai un peu décidé de reprendre les études en allant à Sciences Po. Alors, certes, pour faire du marketing, mais surtout pour les cours un peu, je dirais, généraux et me faire un peu une culture politique sur ce sujet. Et surtout, je pense, pour rencontrer des gens que ça motiverait de mener une aventure similaire en France. Et ça n'a pas du tout marché. J'essayais de présenter ce truc-là qui se passait en Argentine à mes camarades de classe, etc. Mais j'ai quand même réussi dans la mesure où j'ai convaincu une de mes amies qui s'appelle Clément Salé, big up, qui est venue avec moi en Argentine. Elle a étudié de plus près le mouvement, assisté à des réunions, etc. Et là, pour le coup, je me suis vraiment intéressé au truc et je me suis dit, un jour, j'en ferai quelque chose. Là, on a créé une association qui avait pour vocation, du coup, d'organiser pas mal d'événements autour de ce mouvement émergent qui était la Civic Tech, mais surtout de faire la promotion de l'organisation de consultations publiques, de débats en ligne avec ce logiciel libre qui était Democracy OS. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai rencontré mes cofondateurs qui sont Valentin Chaput, Alain Buchotte, Olivier Buchotte, et qu'on a créé Open Source Politics parce que des activités de cette association-là
En fait, ils voyaient des collectivités ont commencé à venir nous voir pour qu'on leur montre des plateformes sur le use case que nous, on avait pu créer associativement. Et là, du coup, effectivement, l'aventure était partie. Open Source Politics s'était créé. Et ensuite, il y a eu d'autres aventures avec effectivement l'arrivée de Decidim, qui a été pour moi une raison de m'enthousiasmer de nouveau pour cette problématique qu'est la démocratie numérique. Oui, parce qu'en fait, Open Source Politics a été créé avant le lancement de Decidim. Ouais. Donc, c'est-à-dire que vous appuyez sur quelle autre plateforme avant Decidim comment... Pendant longtemps, on s'est appuyé sur Démocratie OS. L'association dont tu parlais, c'est donc effectivement Démocratie OS France que exactement. tu as créé. Et qui est aujourd'hui... Démocratie OS est un petit peu moins vivace qu'elle l'a été maintenant. Le gros de l'activité associative et le militantisme sur ces sujets-là sont plutôt passés sur Code for France, qui est un collectif de hackers, de citoyens, de designers en fait, qui se mobilisent sur des problématiques telles que l'ouverture des données du grand débat, le redécoupage des circonscriptions citoyennes. D'ailleurs, si jamais il y a des gens qui écoutent et qui cherchent un endroit où commencer à s'impliquer dans la Civic Tech de manière assez marrante, je vous recommande de taper code4.fr parce que c'est là que vous allez trouver des gens avec qui faire des choses très très concrètes et assez fun en vrai. Justement, ça fait partie d'une de mes questions, qui était effectivement les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait travailler aussi avec les organismes publics, finalement, pour faire entendre la voix des citoyens. Donc, on peut leur recommander, comme tu dis, d'aller sur code4.fr. Ok. Code for France. Là, il y a un chat avec quelques centaines de personnes qui font plein de projets différents. Vous trouverez du monde qui, en plus, ont des convictions assez chouettes. C'est-à-dire que la Civic Tech doit se baser sur des logiciels libres et qui, du coup, en plus, traitent des problématiques un peu plus larges, notamment des problématiques d'open data. Donc, on parlait du redécoupage des circonscriptions, qui est un enjeu politique hyper fort et qui va peut-être se passer avec la réforme constitutionnelle qui était prévue et qui pour l'instant est un peu stoppée, mais il y a plein d'autres choses. Les données du grand débat, elles ont été ouvertes en partie parce qu'effectivement Code for France avait milité dans ce sens-là et du coup il y a une communauté en plus de réutilisation de ces données-là qui produisent des choses super chouettes. D'un autre côté, si vous voulez vous engager dans ces domaines-là, un premier pas, moi je trouve qui peut être intéressant, c'est on voit pas encore peut-être assez de jeunes sur effectivement les plateformes de consultation qui un petit peu émergent un petit peu dans tous les sens parce que c'est quelque chose c'est un besoin que les institutions ressentent de plus en plus et je pense qu'on gagnerait à avoir une représentation de la jeunesse plus importante sur ces espaces web qui sont créés, ils sont juste pas encore super visibles. Et du coup, allez sur, je sais pas moi, si vous habitez à Nanterre, allez sur participer.nanterre.fr et vous verrez qu'il y a plein de projets qui sont intéressants, notamment ceux du budget participatif. Commencez par là, voir si vous trouvez un intérêt. Impliquez-vous potentiellement dans une asso. Et puis, si jamais vous avez des compétences qui intéressent des boîtes comme nous, donc Open Source Politics, postulez. On est tous beaucoup en croissance en ce moment. On cherche des développeurs, on cherche des designers, on cherche des chefs de projet. Donc, si vraiment vous êtes hyper déterminé, candidater quoi. Ok, le message, l'annonce est passée. J'ai une question qui fâche un peu. Finalement, est-ce qu'au fond, ça marche vraiment ? C'est-à-dire, comment on sait si les citoyens ont vraiment été écoutés à la suite d'une consultation ? Alors, je vais faire une digression, mais je te promets que la réponse sera fournie. En fait, ce pourquoi j'ai eu un cheminement dans les Civic Tech, j'ai été très enthousiaste au début. Après, effectivement, on a vu les limites, on a vu qu'on touchait pas beaucoup de monde, qu'on touchait pas nécessairement en plus les gens qui sont pas représentés. En fait, on touche les gens qui sont déjà plutôt représentés. Donc, c'est-à-dire, je sais pas, pour faire un stéréotype de CSP+, blanc dans les bons quartiers. Et du coup, petite phase un petit peu de désillusion. Dans le cadre d'Open Source Politics, qui a eu l'occasion de vraiment me remotiver, c'était de tomber sur un truc comme Decidim. Decidim, c'est la Civic Tech 2.0, et la Civic Tech 2.0, c'est la technopolitique. La technopolitique, c'est l'usage tactique et stratégique de la technologie pour mettre les citoyens
au centre de la fabrique des politiques publiques et des décisions publiques. Et en fait, c'est une évolution de ce que sont et ce qu'ont été les plateformes de civic tech. On utilise des espaces numériques pour s'exprimer, s'organiser. Il faut qu'on crée des espaces pour co-construire. On ne peut pas le faire sur des plateformes comme Twitter et Facebook parce qu'il faut qu'on récupère notre capacité à créer de la narration. Donc, si on crée des systèmes d'information dédiés à, en fait, co-construire des choses très complexes à plusieurs dizaines de milliers de personnes, quel type de logiciel on va créer? Et c'est là où, en fait, on sort de « est-ce que ça marche ?» C'est qu'en fait, à l'intérieur, les plateformes sont construites pour que on rende des comptes aux citoyens. C'est-à-dire que, par exemple, sur Decidim, tu as tout ce qu'il faut pour que quand toi, tu déposes une proposition, on vienne te dire s'il a été accepté, s'il a été refusé, pourquoi. On peut te dire aussi d'où est-ce que vient la proposition. Est-ce que c'est un citoyen qui l'a déposée? Est-ce que c'est une association? Est-ce qu'elle a émergé pendant une rencontre? Sachant qu'en plus, à l'intérieur de Decidim, il y a vraiment cette logique où la démocratie numérique se passe aussi énormément de manière présentielle, parce que c'est là que les échanges riches sont, et du coup, il faut documenter, il faut restituer ce qui se passe là. Ça, c'est l'autre richesse de Decidim. Quand ta proposition est acceptée, qu'est-ce qu'elle devient? Là, pareil, Decidim est allé vachement au-delà du forum, c'est-à-dire que tu as la possibilité de venir créer des plans d'action avec des projets où en fait l'institution qui a mis en place le logiciel vient te dire qu'est-ce qui se passe comme projet suite à ta proposition, comment est-ce qu'on avance dessus dans le temps, et toutes ces données-là en fait sont liées. Donc en fait, le rendu, est-ce que ça marche, est intégré dans la manière de créer des démarches participatives dans le logiciel. C'est fait pour faire ça. Et donc effectivement, quand tu regardes le grand débat, ça a été en fait créé dans une logique où on est resté dans une logique un peu comme on faisait il y a 3-4 ans. C'est-à-dire on va créer des questionnaires où il n'y a pas d'espace délibératif. Certains questionnaires étaient publiés, étaient rendus publics, mais finalement la participation s'arrêtait à ça. Et le plus interactif, le plus intéressant qu'il y avait, finalement, c'est la capacité de créer une rencontre. Mais derrière, vu qu'en fait, on n'a pas mis en place, je dirais, la démarche, le processus, les briques, je dirais, quasiment techniques dans le modèle de données pour rendre des comptes, on ne sait pas bien vraiment, finalement, ce qui est sorti de ce grand débat. D'ailleurs, sur Twitter, je voyais un spécialiste de la démocratie participative, Loïc Blondiot, qui était catégorique, qui disait il n'en est rien sorti politiquement. Du coup, je pense que c'est là où, en fait, il faut de nouveau s'enthousiasmer pour la civic tech et du coup la technopolitique. C'est qu'en fait, ça y est, là, on a des outils qui sont mûrs pour vraiment aller, qu'une institution aille co-construire avec les citoyens des choses très complexes. Alors la première porte d'entrée, ça va être le budget participatif, mais à Barcelone, ils ont été hyper loin. Ils ont co-construit le plan d'action municipal sur 4 ans avec 40 000 citoyens, 2000 associations. Il y a eu plus de 10 000 propositions. Chacune ont été acceptées une à une. Chaque proposition qui a été acceptée est inclue à l'intérieur d'un plan d'action. Et ils sont capables de te montrer que l'action municipale a été réalisée à 92%. Et quand je clique sur les différentes catégories, je retrouve des projets, ce qui a été fait granulairement dans chaque quartier et compagnie. Et c'est vers ça, en fait, qu'on s'en va. On s'en va vers de la co-construction complexe à très grande échelle. Et en fait, le cerveau de la ville, le cerveau de la création de politique publique, ça redevient le citoyen. Et en fait, on met en place des techniques avancées pour, du coup, organiser ce dialogue et cette co-construction. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en France, les décideurs politiques actuels n'ont pas intégré cette plateforme comme quelque chose de complètement normal et quelque chose qu'ils utiliseraient au quotidien? Est-ce que c'est une question de temps, d'après ce que je comprends? C'est ce que tu dis, ou est-ce que c'est autre chose? En fait, faut être réaliste. Donc, Decidim vient de Barcelone. Barcelone est aujourd'hui la ville archi-pionnière. Ils sont dans le turfu, quoi. Et du coup, il faut faire de la pédagogie, surtout pour montrer qu'en fait, ça existe, qu'on peut aller jusque-là. Et en fait, surtout, il faut que les citoyens eux-mêmes demandent à ce que les politiques aillent jusque-là. Parce qu'ils ne vont pas nécessairement y aller d'eux-mêmes. Merci Virgile, l'interview touche à sa fin. J'aimerais une dernière question à te poser.
qui aimerais-tu écouter, entendre sur ce podcast, sur Toi-même tu peux, dans un prochain épisode peut-être, et pourquoi ? Je pense que vous devriez faire venir Mathis Bonzon. C'est un ami franco-brésilien qui a été militant à l'intérieur de l'association Meu Rio et Nossas, qui est l'organisme chapeau, et qui du coup, vous en avez parlé dans un podcast dans un des podcasts avec Léonore. C'est en fait une organisation qui fait de la mobilisation citoyenne pour que les élus, je dirais, fassent des choses dans le sens des citoyens à grande échelle dans tout le Brésil, et qui aujourd'hui le font dans un contexte qui est très 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 difficile, qui est celui de comment est-ce qu'on est activiste dans un pays gouverné par Bolsonaro. Et des retours que j'en ai, c'est de plus en plus compliqué. Et du coup, lui, il a une vraie expérience sur, en fait, je dirais, l'autre côté de la civic tech. C'est-à-dire quand elle est bottom-up, en fait. Que c'est les citoyens qui se mobilisent pour une cause et qui font que leurs institutions n'ont pas tellement d'autre choix que, en fait, se prendre une décision, tellement, en fait, ils arrivent à mobiliser du monde autour d'un sujet. Donc c'est hyper intéressant, parce que nous, on est plutôt du côté où, en fait, on met des plateformes pour les institutions, même si on a des mouvements politiques, des projets qui utilisent nos logiciels. C'est plus dans une logique on met à disposition des espaces, mais ils sont principalement mis à disposition par des institutions. Là, c'est vraiment des espaces où c'est les citoyens qui se mobilisent dans des formats un petit peu différents que la pétition. Ils font du flooding de boîtes mail de parlementaires, donc ils mettent en place des pages web où il y a un message qui est préconstruit, ça envoie un mail au parlementaire et le type se réveille, le lendemain il a 10 000 mails lui demandant de faire un truc. C'est de l'action, mais vraiment pour les citoyens à faible engagement, c'est-à-dire qu'on peut en quelques minutes vraiment avoir un impact si on se mobilise à suffisamment. Donc ce point de vue émergent de la citoyenneté qui demande des choses de ses représentants sera super intéressant, je pense. Merci Virgile. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Et vous verrez, on vous a mis un lien dans la description de l'épisode qui renvoie vers des recommandations culture sur le sujet qu'on a abordé aujourd'hui et qui sont à consulter dans le chatbot de Vox sur Facebook Messenger. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous est utile, si ça vous plaît. Merci beaucoup et à très vite.